Bienvenue. Aujourd'hui, on décortique un sujet clinique important, la vascularite cutanée canienne. C'est une affection qui peut vraiment dérouter, alors on va suivre ensemble le protocole pas à pas pour voir comment on passe de signes parfois très impressionnants à un plan de traitement qui soit vraiment efficace. Alors, pour commencer, à quoi ça ressemble concrètement? Quels sont les tout premiers signes qui doivent, disons, allumer une petite lumière rouge? C'est par là qu'on commence. Et là, les premiers indices, franchement, ils sont souvent assez spectaculaires. On peut avoir un œdème, vous savez, un gonflement des pattes, par exemple, qui persiste, ou pire, des lésions ulcérées, parfois profondes, qui semblent sorties de nulle part. Ces signes visibles, c'est vraiment la première pièce, et une pièce cruciale du puzzle diagnostique. Bon, une fois qu'on a ces signes sous les yeux, la question qui se pose tout de suite, c'est « mais pourquoi? D'où ça vient ?» C'est là que la véritable enquête commence. Et on va voir qu'il y a en gros 3 grandes pistes à suivre. Ce qui est vraiment bien avec cette approche, c'est qu'elle structure toute la démarche. On se pose 3 questions fondamentales. Est-ce que c'est familial, donc potentiellement génétique? Est-ce que c'est la conséquence d'une autre maladie? Ou alors, est-ce qu'on ne sait tout simplement pas? Et là, on parle de cause idiopathique. C'est vraiment la feuille de route de l'enquête. Alors, la première piste, c'est celle qu'on appelle idiopathique. C'est un mot un peu savant pour dire en fait qu'on ne trouve pas la cause. C'est un diagnostic d'élimination. On arrive à cette conclusion seulement après avoir rigoureusement vérifié et écarté tout le reste. La deuxième grande piste, c'est la génétique. Il n'y a pas de doute là-dessus, certaines races sont plus touchées que d'autres. Donc forcément, si le chien qui se présente fait partie de ces races, ça met tout de suite la puce à l'oreille. Et puis, il y a la troisième piste. Et celle-là, elle est absolument capitale. Il faut chercher s'il n'y a pas une autre maladie qui se cache derrière. Ça peut être une infection ou même une maladie auto-immune comme le lupus. C'est une étape fondamentale, parce qu'imaginer traiter la vascularite sans s'occuper de la cause, ce serait comme éponger le sol sans fermer le robinet. Inefficace. Ok, donc on a nos 3 suspects. Maintenant, comment on fait pour les départager de façon méthodique? Il existe un algorithme de diagnostic très clair, une sorte de chemin à suivre pour ne rien oublier en route. Le processus est simple en 3 temps. D'abord l'amnèse, on retrace toute l'histoire du patient. Ensuite, on passe aux analyses de sang, surtout pour chasser les causes infectieuses. Et enfin, le gold standard, la confirmation ultime, la biopsie de peau. Là, on regarde directement le tissu au microscope et le verdict tombe. Voilà, le diagnostic est posé, c'est confirmé, maintenant il faut agir. On passe donc à l'élaboration du plan de bataille, la stratégie thérapeutique pour s'attaquer à l'inflammation et soulager le patient. En première ligne, on a une double approche, une sorte de combo. D'un côté, la pentoxyphiline, qui va aider à la circulation dans les tout petits vaisseaux qui sont abîmés. De l'autre, les corticoïdes, comme la prednisone, qui sont là pour calmer le jeu, pour éteindre le feu de l'inflammation. C'est vraiment un travail d'équipe, un qui aide à réparer et l'autre qui apaise. Parfois, ça ne suffit pas. Ou alors, on veut essayer de limiter les corticoïdes sur le long terme. Dans ces cas-là, on a d'autres cartes en main. On peut sortir l'artillerie un peu plus lourde, avec des molécules comme la cyclosporine ou la zatioprine, pour reprendre le contrôle sur les cas les plus tenaces. Maintenant, il faut être malin. Si le problème est très localisé, juste un endroit, pourquoi traiter tout le corps? Pas toujours nécessaire. On peut opter pour une approche ciblée, avec un traitement local, une crème par exemple, à base de tacrolimus. On agit pile là où il faut et on limite les effets sur le reste de l'organisme. C'est logique. Et là, attention, c'est un point super important. Il faut être certain du diagnostic, parce qu'il y a des maladies qui ressemblent beaucoup à la vascularite, mais qui n'en sont pas. Le syndrome hépatocutané, par exemple, les symptômes peuvent être similaires, mais le traitement, lui, n'a absolument rien à voir. Se tromper de diagnostic ici, ce n'est pas anodin, ça peut avoir de vraies conséquences. Bon, on a vu le diagnostic, les traitements, mais au final, quel est le pronostic? Comment ça se passe sur le long terme pour ces animaux? C'est ce qu'on va voir maintenant, avec les points essentiels à garder en tête. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pronostic est variable, très variable. Souvent, on ne parle pas de guérison définitive, mais plutôt de gestion sur le long terme. C'est une maladie qui peut demander un suivi continu. L'objectif, c'est de contrôler la situation, de la maintenir stable. Et ce tableau, il est parfait pour résumer toute la démarche. On a tout d'un coup d'œil. Le diagnostic, avec la biopsie et les sérologies, les races les plus concernées, les traitements généraux, systémiques, et les traitements locaux si besoin. C'est vraiment la synthèse parfaite de tout le protocole. S'il y a une phrase à retenir de tout ça, c'est bien celle-ci. C'est une règle d'or. On ne commence jamais un traitement qui affaiblit les défenses immunitaires sans être absolument certain qu'il n'y a pas une infection ou un lupus qui se cache derrière. Mettre un animal sous immunosuppresseur alors qu'il a une infection, les conséquences peuvent être dramatiques. C'est vraiment le point de vigilance numéro 1.
Et ça nous amène à une dernière question qui en fait synthétise tout l'enjeu de ce protocole. C'est une question essentielle. Y répondre, ce n'est pas juste un petit test de connaissances, c'est vraiment comprendre le cœur de la démarche pour soigner efficacement et surtout en toute sécurité.